Être et savoir. Espace. 15h passées de 2 minutes, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue à Être et savoir, deuxième et dernier numéro de la semaine, vous le savez. Tous les mercredis et jeudis, quand il est 15h et jusqu'à 16h, nous essayons d'aborder des questions liées à l'éducation, toujours avec la même équipe au complet. M. Alpha Keïta, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir au milieu de l'auditeur. Vous allez bien, monsieur Alpha? Ouais, je vais très bien. Ça va? Ça va. Depuis hier. Bon, non, mais je suis en forme. Hein. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Et je donne régulièrement mes cours. Je sais. Voilà. Monsieur Alpha, après tout, vous êtes prof de chimie, non? Vous avez des mélanges le matin que vous... Monsieur Cheikh. Oui, bonsoir, Mohamed Ali. Monsieur Cheikh, bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Les enseignants au privé. Bon, on va revenir. Monsieur Vali, bonsoir. Oui, monsieur Mohamed Ali, bonsoir. Monsieur Vali, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Les yeux, ça... Ça va? Vous allez bien, ça va? Mes yeux, on est 15h. Ils ont quoi, mes yeux? Non. Je suis en pleine forme. Hein, oui, bien, vous pouvez faire semblant d'être en pleine forme. Mais on sait bien vous allez forme. Monsieur Vali. Monsieur Vali, on décide donc de parler du SLEG encore une fois. Pas du SLEG, seulement des syndicats en général dans la thématique du jour. Oui. Parce que c'est le SLEG qui a ouvert le débat sur le mouvement syndical en Guinée. Oui. Comme je dirais, belote et rebelote, Aboubakar Souma et le SLEG remettent ça. D'accord. Depuis quelques jours après sa sortie médiatique, le très médiatisé secrétaire général du SLEG, M. Aboubakar Souma, enclenche ou semble enclencher un bras de fer avec l'État en ce qui concerne sa légalité à la tête du mouvement syndical du SLEG. D'accord. Aboubakar Souma, légal ou illégal à la tête du SLEG? Nous allons essayer de répondre à la question et là nous allons interroger un juriste pour savoir ce qu'il sait et après d'autres sujets viendront compléter ça. Être et savoir, on revient juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Alors, M. Cheikh, je commence par vous. Les enseignants dans les privés, il se passe quelque chose. En cette période de studio, vous avez voulu interpeller là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, à pareil moment, les enseignants du privé ils commencent à souffrir. Je ne dirais pas que dans l'ensemble ça ne va pas, mais il y a un problème d'organisation, comme tout de suite l'avait dit mon grand Vali. Mais en général, ça ne va pas. Les prix ont flambé dans les marchés. Ça ne va pas. Les choses, c'est difficile. Et ça tombe à un moment difficile du mois. Et je pense que les enseignants qui ne sont pas très bien organisés se battent à faire des bons par-ci par-là, alors que si ils bénéficiaient d'un salaire qui allait tomber 12 mois sur 12, ils allaient mieux se planifier. Où est l'intérêt général dans tout ça quand quelqu'un se planifie très mal, M. Cheikh? Bon, c'est pas un problème de ne pas se planifier très bien, c'est un problème d'avoir un salaire constant, assez élevé, te permettant de vivre dignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les privés, il y a des enseignants des écoles privées, vraiment ça ne va pas. Le salaire n'est pas là et on ne reçoit pas le salaire 12 mois sur 12. Donc il faut qu'on essaye de parler de ça. J'aurais aimé que les fondateurs fassent un effort, que l'État aille vers les fondateurs et qu'on pousse les fondateurs à avoir la bonne volonté d'avoir une politique leur permettant de payer les enseignants du privé 12 mois sur 12. Donc vous voulez des salamalek pour des enseignants, c'est ça? Bon, c'est pas un salamalek, mais c'est un droit. C'est un droit que de chercher à demander à vivre mieux. Oui, demander à vivre mieux, mais d'une autre manière, parce que c'est le refrain, chaque année, à la même période, on pense aux enseignants dans les privés. Mais il y a quelqu'un quand même qui est directeur d'école ici et qui est proche des fondateurs d'école. Vous aurez fait quoi, M. Alpha? Non, mais écoutez, on vous demande de mieux réorganiser vos enseignants. Je vais rebondir sur cette question de deux façons. D'accord. La première, c'est le plan organisationnel. Tout enseignant qui évolue dans une institution d'enseignement, que ce soit public ou privé, doit être organisé. Il est bien vrai que, de façon générale, les gens ne sont pas très bien payés, mais je pense qu'une petite organisation te permet de mettre beaucoup de choses en place. La deuxième des choses, c'est de faire face à ces fondateurs qui ne pensent pas réellement à la vie de ces enseignants. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que les non, ce n'est pas seulement dans le privé. Hein. Non, mais là, on parle des privés. Voilà. Mais maintenant, sur ce point, c'est très clair. Oui. C'est-à-dire, moi, je pense bien que les fondateurs des écoles privées de la Guinée doivent beaucoup penser à revoir la situation de leurs enseignants au sein de leur établissement du point de vue salaire. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, il faut penser à payer les enseignants qui sont régulièrement chez toi, 12 sur 12. Et parce que quand un enseignant évolue dans ton établissement, je ne parle pas des contractuels, mais des enseignants qui sont considérés comme des permanents,
Moi, je pense que les prendre 12 sur 12, c'est la moindre des choses. Moi, je ne suis pas en train de comprendre votre débat. Qu'est-ce que vous voulez Non, dire exactement? non, Où est le problème des fondateurs dans Non, je pense bien que tu comprends bien la chose. Je ne comprends pas. Non, mais écoutez, Mohamed Ali. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Monsieur Mohamed Ali, je peux intervenir aussi. C'est d'ailleurs ce problème de contrat-là dont tu parles là qui n'existe pas. Aujourd'hui, dans la plupart... Il y a des écoles, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Dans le contrat, ce n'est pas qu'à l'écrit. Non, pas tout. Lorsqu'on se met d'accord, il y a déjà un contrat qui existe. On peut l'écrire pour une preuve ou pas. L'écriture est une preuve de contrat. Mais ça peut ne pas être écrit. Du moment où vous enseignez et puis on vous rémunère, il y a déjà ce contrat-là qui existe. Alors, est-ce que vous allez me dire qu'il y a des enseignants qui ne payent pas les heures exécutées par des enseignants dans les différentes écoles? Ça, c'est une chose. Mais que le mois de Ramadan arrive et que par mauvaise organisation des enseignants se retrouvent à la traîne, ça c'est une autre chose. En fait, ce n'est pas spécifiquement. Écoutez, Mohamed Ali, ce n'est pas spécifiquement. Monsieur Vallée. Moi, j'ai toujours dit que j'ai le mot que j'aime bien employer. J'ai toujours dit que je refuse le misérabilisme enseignant. Que chaque fois on se dit, c'est nous qui sommes c'est l'enseignant patron. C'est nous qui sommes les mal payés. Nous connaissons certains. Ils n'ont pas 2 millions de salaires. Mais qui évoluent dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas 2 millions de salaires. Ils ne s'en plaignent pas publiquement. C'est vrai que les enseignants du privé, au-delà du Guinéen lambda qui est mal payé, l'enseignant du privé parfois se retrouve dans des situations quelque peu compliquées. Mais je le disais tantôt, se plaindre parce que le Ramadan est arrivé et que les enseignants du privé soient dans une situation spéciale, je dis qu'on n'a pas à se plaindre maintenant. Il n'a pas eu de circonstances. Mais pourtant, c'est ce que M. Cheikh est en train de faire. Je dis qu'il n'a pas eu de circonstances. De pleurer au nom de tous les enseignants. Je dis qu'il n'a pas eu de circonstances spéciales pour qu'on se plaigne. Justement. Les mois d'enseignement depuis le début de l'année ont été payés. Il n'y a pas eu d'interruption de cours ayant entraîné le non-payement des heures enseignées ou des cours. Pour moi, le problème ne se pose pas. Pour moi, le problème il va plus loin. Je dis qu'on doit avoir une vision beaucoup plus lointaine. Une vision plus lointaine, c'est quoi? Ces enseignants sont soit payés sur 9 mois, sur 8 mois, certains même sur 7 mois. Ça dépend de la bonne foi des écoles ou de l'organisation des écoles. Même si légalement... Ce qui est tout à fait légal. Voilà, même si légalement les enseignants sont supposés être payés sur 9 mois, c'est-à-dire l'année académique. Alors, c'est l'année exécutée, non? Effectivement, l'année académique, c'est 9 mois. Je sais, oui, l'année académique, mais sauf que parfois ça passe 9 mois l'année académique, on le sait. Voilà, mais dans le contrat, M. Mohamed Ali, M. Mohamed Ali, dans le contrat, c'est 9 mois. Ce qui veut dire que si le programme est exécuté en 8 mois, indépendamment de la volonté de l'enseignant, on lui paye les 9 mois. C'est comme ça. Ok. Alors moi je dis qu'il faut avoir une vision lointaine. Allons au-delà du mois de Ramadan. Il a parlé des périodes de soudure. Parfois, quand c'est le temps de la saison pluvieuse qui correspond parfois au temps des grandes vacances, les gens se retrouvent dans des situations de précarité exceptionnelles. Donc on se dit quoi? Vous allez remarquer que les écoles privées absorbent la plus grande partie des élèves, par exemple, dans les villes, surtout à Conakry. Alors pourquoi est-ce que l'État ne penserait pas à réorganiser le secteur du privé, à dégager, je dis bien dégager, le mot ne me fait pas peur, ça peut déranger, mais dégager les écoles non agréées ou les écoles qui ne répondent pas à un certain nombre de normes. À partir de là, trier les écoles agréées et qui répondent à un certain nombre de normes et les subventionner. Afin qu'à partir des subventions des écoles, les enseignants soient indirectement subventionnés. Ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. Ça se passe pour non, mais vous savez qu'il y a plus d'élèves à scolariser que d'écoles existantes. Ça veut dire que malgré les écoles illégales qui existent, il y a encore des élèves qui ne vont pas à l'école. Quand vous demandez cela à l'État, comment est-ce que l'État pourrait concilier sa politique d'une obligation d'éduquer tous les enfants à bas âge? Voilà, M. Mohamed Ali, moi je vous réponds. Je vous réponds, M. Mohamed Ali, je vous réponds. Je vous dis que ce travail de tri, je dis que ce travail de tri là, ce travail de tri ne vise pas forcément à fermer ces écoles, puisque vous avez dit qu'il y a besoin, qu'on appelle ça, d'écoles. Ce besoin de tri permettra à l'État de savoir quelles sont les écoles à subventionner, c'est-à-dire les écoles qui sont... Vous voulez que l'État subventionne les écoles privées? Je peux parler ailleurs, c'est ce que je fais. Monsieur Mohamed Ali, non, c'est pas là. Monsieur Mohamed Ali, écoutez-moi. C'est pas parce que ça se fait ailleurs qu'on est obligé. Mais les écoles privées, vous pouvez m'écouter, monsieur Mohamed Ali. Je vais vous écouter, mais vous ne pouvez pas dire
que souffrez de m'écouter. Je ne souffrirai pas de vous écouter parce que... L'État a subventionné les universités privées ici. Oui, mais l'État a arrêté. Non, mais attendez, mais on a trouvé... C'est parce que c'était pas bon que l'État a arrêté. Les écoles primaires, ce ne sont pas des universités. M. Mohamed Ali, est-ce que vous savez à combien d'écoles? Je peux poursuivre ma logique, M. Mohamed Ali. Allez-y. Alors, l'État incapable d'absorber, par exemple, les admis à l'entrée en 7e. L'État incapable d'absorber les admis au BPC. Alors, pourquoi est-ce que l'État trouve normal d'absorber les admis au baccalauréat dans les universités privées et à coût de milliards, et que ce même État trouve aberrant de ne pas subventionner les écoles privées qui peuvent absorber parce qu'il y a plus d'élèves que d'étudiants. Alors que vous avez annoncé il y a quelques mais jours, ça ce n'est pas une bonne politique. Ça ce n'est pas du tout une bonne politique. On ne peut pas subventionner les écoles. Ce ne sont pas les enfants qui viennent. C'est possible. On peut construire des infrastructures. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre que l'État construit des infrastructures, investisse dans la formation des enseignants. Mais là, c'est à moyen terme, à long terme, M. Mohamed Ali. On parle même de même à court terme, c'est possible. Il y a des écoles à rénover. Il y a des écoles où, en rénovant, prendre beaucoup plus d'élèves. On peut trouver des dans des salles de classe vides. Vous voulez que l'État donne de l'argent enrichisse illégalement les gens? Non, mais ce n'est pas je voudrais bien souligner la partie. Je suis d'accord avec Vali. C'est-à-dire... à un moment donné, il fut une période... Oui. Et non, c'est pas parce que je suis à lycée. Non, c'est pas parce que vous êtes lié. C'est parce que vous êtes directeur. Je voulais que l'État subventionne les... Non, c'est normal. À un moment donné, je pense qu'on va s'écouter. À un moment donné, on a fait un recensement des écoles privées de la Guinée, où on a fait un recensement où on a classé les écoles en fonction réellement de leur catégorie. Et en fonction de ces catégories, on a constaté qu'il y avait des écoles qui étaient dans les normes. Les écoles qui n'étaient pas les normes, il fallait les récupérer, les mettre dans les normes. Merci. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, tout ce qui a été dit, parce qu'il y a un service qui est là, le bureau stratégique qui s'occupe de toutes ces situations. Chaque année, nous remplissons des fiches, des formulaires, nous les déposons, ça fait combien d'années nous les remplissons. Mais jusqu'alors là, aucune école privée n'est subventionnée en Guinée. Et nous, pourquoi nous remplissons ces fiches-là? Nous remplissons ces fiches-là, c'est pour que nous soyons subventionnés par l'État. L'État ne peut pas vous subventionner. Non, mais c'est aucune raison que l'État subventionne. Le bureau stratégique, on a essayé avec le peu d'universités qui existaient. Ça n'a pas fonctionné. On a trouvé que c'est malhonnête. C'est parce que c'était pas suivi. C'était pas suivi. Quand on avait suivi... Non, mais les gens, ils en ont profité. Oui, ils en ont profité. Pour s'enrichir illégalement. Si c'est bien suivi, je pense bien que... Mohamed Ali, je peux parler. Mohamed Ali. Au moment, ce qu'on oublie, au moment où on subventionnait ces universités privées, mais les 80% des fondateurs de ces universités privées étaient parmi ceux qui devaient choisir. Ils étaient juges et partis. Voilà, juges et partis. Donc la malhonnêteté des hauts cadres de la Guinée, ça ne se fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, là où moi je soutiens un peu le fait ce que M. Vali a dit, c'est que au fait, le fait d'absorber ne serait-ce que 40% des enfants guinéens, des élèves que l'État doit prendre en compte, ça fait des écoles privées là une source d'absorption d'une partie de la tâche que l'État ils reconnaissent ça. L'État, je vous rappelle que beaucoup d'élèves réussissent à partir de ces écoles privées. Maintenant, ne serait-ce que subventionner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ces écoles privées, pour que ces écoles privées puissent avoir le courage, la main qui donne, c'est la main qui commande. Effectivement. Donc, subventionner ces écoles juste pour qu'on puisse prendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le niveau, la qualité d'enseignement des enfants, la qualité des enseignants d'abord. Deuxièmement, il faut qu'on puisse payer ces enseignants-là 12 mois sur 12 pour ne pas que pendant les vacances, que les enseignants prennent des dettes à l'ouverture. Oui, tout de suite, on parlait du premier mois, du deuxième mois. Mais ce sont des dettes qu'on rembourse lors du premier et du deuxième mois. Ce qui fait que c'est un effet domino. Voilà, donc, à l'approche du mois de Ramadan, on se retrouve avec rien dans la poche. Monsieur Cheikh, moi je vais vous aider. La logique voudrait que, Monsieur Mohamed Ali, la logique voudrait que on ait 3 catégories d'écoles en Guinée. C'est ça la logique voudrait. La première catégorie, ce sont les écoles publiques. La seconde catégorie, les écoles semi-privées, si vous voulez. C'est-à-dire que l'État, ces écoles-là vont aider l'État à absorber une partie des enfants contre
une certaine subvention. Je dis bien une certaine subvention. Parce que j'ai l'impression que M. Mohamed Ali croit qu'il faut que l'État la subvention, c'est de prendre l'argent et déposer à la disposition. Une certaine subvention. Par exemple, l'État peut verser les 20% du salaire des professeurs. Voilà, effectivement. Par exemple. Parce que ce qui permettra, par exemple, de vous avez, en fait, vous êtes prolonger, de prolonger. Vous êtes en train de dire, moi je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous je comprends votre point de vue. De prolonger, par exemple, qu'on appelle ça, ce salaire. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas créer en améliorant ces conditions, mais monsieur vous ne pouvez pas créer en améliorant ces conditions, on améliore. L'école privée, c'est d'abord un investissement privé. C'est d'abord une entreprise. Je suis d'accord. C'est d'abord l'argent de quelqu'un qui je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce que vous êtes en train de dire, je suis en même temps sidéré parce qu'il n'y a pas longtemps, vous et moi étions en train de dénoncer le manque de table-banc, le manque d'infrastructures, le manque d'enseignants, notamment à l'intérieur du pays. Vous voulez que l'État... Ça, c'est des mauvaises foi, ça. Oui, c'est une mauvaise foi. Regardez, vous êtes en train de dire que l'État doit se déclarer incapable de construire des écoles, de former des enseignants, d'investir dans l'enseignement public et donner cet argent-là à des privés. Non, même pas. Monsieur Mohamed Ali, le gouvernement... Vous avez tout simplement dit que l'État doit subventionner. Le gouvernement subventionne les médias publics. Non, mais Mohamed Ali, pas du tout le même secteur. Monsieur Vali. Non, mais c'est la chose. Mohamed Ali, je vous rappelle que les 87 milliards que le président a donné pour les banques ne proviennent pas du budget de fonctionnement du MENA. Ça, c'est fonds de souveraineté. Maintenant, moi, je parle d'un système dans lequel on propose d'avoir une somme qu'on doit allouer à des écoles privées afin que ces écoles privées puissent prendre les enseignants qui travaillent bien sûr dans un cadre privé avec... Pourquoi l'État ne le ferait pas lui-même? C'est la question que je vous pose. Pourquoi l'État ne le fait pas lui-même? Non, mais Mohamed Ali, il faut qu'il y ait l'émulation entre le privé et le public pour que les choses puissent aller. Ça fait combien d'années? Il y a des pays comme le Ça fait combien d'années? Dans les écoles publiques rejettent que les gens vont dans les privés. Oui. L'État ne les subventionne pas. L'État investit dans les non, mais c'est pas pareil. publiques, C'est pas pareil. Chez nous, Mohamed Ali, je rêve ou quoi? Oui, mais il ne faut pas qu'on laisse les fondateurs écraser les enseignants aussi. Non, pas les fondateurs. Non, mais bien sûr. Mais les fondateurs, à un moment donné, il y a des fondateurs qui sont à bout de force. Il est vrai de le dire. Chaque fois, on est là, nous les enseignants, à dire les fondateurs sont par-ci, par-là. Mais en réalité, il y a des fondateurs qui font le maximum de ce qu'ils peuvent. Arrive à un moment donné, ils ne peuvent plus s'en sortir si on ne les subventionne pas. Ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Une chose est sûre, le secteur mais des fois, il faut aider ces fondateurs à s'occuper des enseignants. C'est ça la vérité. Bon, ce que tu dois comprendre, il y a un élément que tu dois comprendre. Vous savez, les écoles privées, les autres viennent de le dire, c'est-à-dire les écoles privées absorbent une bonne partie des élèves guinéens de ce pays. Attends, on peut s'écouter. C'est le système qui a fait que ça. Le système qui a fait ça. Mais maintenant, chaque année, nous les écoles privées, nous recevons des fiches provenant du bureau stratégique et ces fiches-là, nous recensons tous les éléments, même les salaires des enseignants sont énumérés sur cette fiche. C'est normal. Et quand on nous demande de remplir ces fiches-là, qu'est-ce qu'on nous dit après? Non, nous vous faisons remplir ces fiches, c'est pour qu'après que vous soyez subventionné par l'État. Ça fait combien d'années nous sommes dans ça? Monsieur Vali, je rappelle à Mohamed Ali que l'ANAC a sévi. L'ANAC a sévi. Ce sont les universités privées qui sont à féliciter. Les universités publiques, c'est pas la peine. Vous avez pour pas aussi. Non, mais il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité à un moment donné. Il faut avoir le courage de dire la vérité. L'État. Ça veut dire tout simplement que les privés sont capables d'être plus performants sans l'argent de l'État. Alors arrêtez de réclamer l'argent de l'État. Il y a un endroit où l'argent peut investir justement. Non, en fait, moi je ne parle pas de performance des écoles privées. Je parle de la condition. Vous parlez de performance. Ah, mais bien sûr, je parle de conditions. Je parle de conditions de vie des enseignants du privé. C'est normal, il faut juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Être et savoir, 15h22 minutes. Deuxième sujet, on attaque directement, c'est le SLEG, encore une fois, qui fait parler de lui dans un autre sens, cette fois-ci, monsieur Valim. On parlerait même de retour du Sphinx, Aboubakar Souma. Du SLEG que l'on croyait avoir disparu de l'environnement syndical, refait surface. Il défie l'État. L'État qui ne le reconnaît pas en tant que secrétaire général du syndicat.
Et la raison invoquée par l'État est le vote d'une loi de 2019, loi dénommée loi 0027. Et en son article 39, voilà ce que cette loi de 2019 dit. Cette loi dit ceci: tout agent de l'État admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d'office le droit d'appartenir à une organisation syndicale des agents de l'État. Il perd d'office le droit d'appartenir à une organisation syndicale des agents de l'État. Là, ça ne... C'est clair. C'est aussi clair. En tout cas, oui, on peut expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, cela veut dire que si vous allez à la retraite, vous n'avez plus le droit d'appartenir à un mouvement syndical, d'exercer, parce qu'ils sont encore payés de par l'État. militer dans un mouvement syndical des agents de l'État. Et Aboubacar Souma se retrouve dans la situation de l'homme à la retraite. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et il n'est pas seulement militant du SLEG, il est le secrétaire général. Il est le secrétaire général. Le premier responsable. Le premier responsable. Donc, la loi lui interdit même d'être membre du SLEG. D'accord. Aujourd'hui, Aboubacar Souma, il est à la retraite, Aboubacar Souma. Effectivement, Aboubacar Souma, il est à la retraite depuis je crois, 2 ans. Je crois. Voilà, presque ça fait une année, je crois. Une année à peine. Voilà, donc, mais il refuse, parce que pour lui, cette loi de 2019 a été exceptionnellement votée pour lui, pour l'exclure du mouvement syndical. Oui, donc, c'est qui est absurde quelque part. Je ne pense pas que cette loi... Mais seulement il prend une convention internationale. Je ne pense pas que cette loi soit votée contre lui. Le problème est que il faut que les gens comprennent. Aboubacar Souma n'est pas le seul syndicaliste sanguinaire. C'est-à-dire, dans le SLEG, s'ils n'ont pas une autre personne qui peut représenter valablement, c'est-à-dire le secrétariat général du SLEG, franchement, moi je ne trouve pas de polémique autour de ça. C'est-à-dire, si Aboubacar Souma doit aller à la retraite, il n'a qu'à la retraite. Il y a beaucoup de syndicalistes qui sont dans ce groupe-là qui peuvent mieux faire. Moi, je pense bien que vraiment, si ce tactique-là doit le mettre dehors de tous les mouvements syndicaux de ce pays, moi, je pense bien qu'il doit plier bagage pour rentrer. Mais c'est normal. Est-ce que vous pensez parce qu'il n'est pas le seul syndicaliste. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'éléments dans le SLEG qui peuvent valablement. Oui, mais là, moi, je n'ai pas envie qu'on fasse le procès du SLEG ou d'Aboubacar Souma. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est Aboubacar Souma qui se retrouve dans cette situation. Mais demain, ça peut être un autre. Oui, mais c'est normal. Mais ça peut être d'autres. La loi, c'est la loi. On sait que normalement, les syndicats sont indépendants. L'État ne doit pas s'immiscer dans une organisation syndicale, par exemple. Mais est-ce que cette loi ne limite pas? Est-ce que cette loi ne porte pas atteinte à la liberté des syndiqués, par exemple? En disant, lorsque vous êtes à la retraite, Monsieur Mohamed Ali, l'indépendance du mouvement syndical ne doit pas impliquer le désordre. Il faudrait qu'on soit clair. Moi, je causais tout de suite avec, qu'on appelle ça, un adhérent des mouvements syndicaux, disons même un leader des mouvements syndicaux, qui m'a dit, mais attendez, il ne comprend pas l'attitude d'Aboubacar Souma. Il s'est dit, mais attendez, elle a ici Savané, du SLEG d'ailleurs aussi, qu'Aboubacar Souma a remplacé à la tête du SLEG, a été mise à l'écart pour cette principale raison. Comme quoi il était à la retraite. Donc il n'était plus normal qu'il soit à la tête du SLEG. C'est ce que beaucoup de syndicalistes ont utilisé comme argument pour le pousser à la sortie. Donc, on n'a pas compris qu'aujourd'hui, à la tête du SLEG, on s'arc-boute sur un seul individu. La dernière fois, je l'ai dit à Massa Doumbouya ici, j'ai dit, mais est-ce que le SLEG ne se tire pas une balle dans la jambe en voulant coûte que coûte maintenir un seul homme, alors que le mouvement devrait pouvoir aller sur des considérations plus générales en faveur des travailleurs. Vous pouvez intervenir dans cette émission, vous pouvez nous écrire un SMS au 657 39 13 13, 657 39 13 13 pour intervenir dans cette émission. Alors, la question que l'on se pose, c'est que dans la conférence de presse de Aboubacar Souma, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il a évoqué un texte international. C'est le texte de l'OIT, M. Moi, je pense que il est clair, je ne suis pas juriste, mais il est clair que l'État, les lois de l'État priment sur les lois, je ne sais pas, votées internationales. Voilà. On est en Guinée. Des fois, il faut qu'on soit raisonnable. Il faut respecter les institutions du pays, les lois du pays. On est d'accord. Moi, de là à penser que la loi a été votée spécifiquement pour évincer Aboubacar Souma, bon, je ne pense pas trop. Mais le problème se situe où? Pourquoi les Guinéens aiment créer des mythes
autour des des individus. personnes, des individus. Non, après tout, après aussi, le mythe de la personne. Voilà. Oui, mais écoutez, non, je peux. Attendez, Abakar Souma, oui. Attendez, non, mais pas n'importe qui. mais Abakar Souma, je sais. Vous savez, à un moment donné, non, pas le seul. À un moment donné, il est le seul, Aboubacar Souma. Je n'aime pas trop souvent que les Guinéens disent le seul. Il est le seul. Non, il n'est pas le seul. Oui, il a raison. Suivez, tout le monde le sait. Suivez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment donné, la personne doit savoir se retirer des choses et avoir le dos large, pousser son poulain et le mettre sur les rails. Voilà. Mais il ne faut pas chercher à chaque fois, faut pas chercher à chaque fois être là, s'imposer et faire des trucs. À un moment donné, il faut savoir tirer sa révérence et laisser la place à des jeunes. Les textes internationaux ont raison à Aboubacar Souma, monsieur Vali. C'est pas moi qui le dis. Je vais d'abord les lire. Oui. Voilà, je vais les lire. Donner raison, pas donner raison, je ne vais pas me faire juge, mais je vais le lire pour que les... Allez-y, monsieur Vali, allez-y, lisez le texte. Alors donc, article 21 des textes de l'OIT, normes et mesures, alinéa 1. Tout membre de l'OIT qui ratifie celle-ci doit joindre à sa ratification ou au directeur général du BIT dans les plus brefs délais possibles. Ou bien, les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées sans modification. C'est l'État qui adresse cela au BIT. 2. Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées. Il y a un texte plus important. Lisez-les peut-être. Il y a l'article 3 par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire l'article 3? Parce que moi je vais vous aider. Je vais vous dire l'article 3. Les organisations de travailleurs, les organisations de travailleurs et employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal. On ne s'est pas limité là. Il y a l'article 8 qui dit, dans l'exercice, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le texte, et Aboubacar, il l'a évoqué, il faut qu'on soit équitable et équilibré au moins dans l'émission. Dans l'exercice de ces droits, qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. Mais là, moi, je vais résumer. Je peux résumer. Monsieur Mohamed Ali, vous avez oublié l'article. Monsieur Cheikh, allons-y. Je vais résumer le texte. L'article 21. Pour résumer. Reprenez l'article. 2 minutes. Non, reprenez, on va voir. On ne va pas faire les juristes ici. Mais pour résumer l'article 21, c'est à l'État. C'est à l'État d'adresser au BIT les territoires où il voudrait voir la convention être appliquée. C'est à l'État de préciser au BIT les territoires de son administration où il voudrait qu'il y ait des modifications dans l'application. C'est à l'État de dire aussi, on ne veut pas que cela soit appliqué là. Donc c'est l'État qui décide si les textes de l'OIT s'appliquent sur son territoire ou si les textes de l'OIT doivent être modifié avant d'être appliqué. L'État décide l'article 21. L'État guinéen l'a décidé en ratifiant ce texte-là. L'État a adhéré à ce texte-là. L'État est membre de l'OIT. L'État guinéen a ratifié réellement. Il faut que l'État soit. Mais le problème qui est là, l'État soit cohérent avec lui-même. Mais les articles qui sont énumérés dans ce texte-là, ce sont des articles qui n'intéressent que les employeurs et les travailleurs. Mais avant, vous avez oublié l'article 3. Vous voulez relire l'article 3? C'est ce que je disais. L'article 3 dit quoi? Allez-y, relisez vous-même l'article 3, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'ils sont libres de s'organiser et puis d'élire leurs représentants comme ils veulent. Comme ils le veulent. Mais le problème est que c'est quand on est travailleur ou qu'on est employeur. C'est bien précisé. Parce que le mouvement syndical, en principe, n'intéresse que les travailleurs. Mais dans la mesure où Abakar Souma
doit faire valoir ses droits à la retraite. Un retraité aussi un travailleur parce qu'il l'a été. Oui, il a été. Il a droit à une pension. Il a un rapport avec l'État. Non, il a un rapport avec l'État. Il a un rapport avec l'État. Donc, en quelque sorte, dans un mouvement syndical, moi, j'aurais préféré qu'il se mette à côté. Il n'est pas le seul. Il jouira toujours de l'influence qu'il a. Et qu'il se mette à côté, qu'il devienne un conseiller. Attendez-moi, la question aujourd'hui que je me pose, est-ce que le SLEG vaut quelque chose sans Aboubakar Souma? Mais bien sûr. Attendez, avant Aboubakar Souma, le SLEG a existé. Après Aboubakar Souma, le SLEG restera. Oui, mais le SLEG n'a connu cette montée en puissance non, autant de en 97. En 97, on a vu Louis Mbemba ici, autant de président Conté, personnellement. On a vu Louis Mbemba, il a été l'un des premiers syndicalistes qui est venu s'asseoir à la télé. Il a dit, monsieur le président de la République, vos ministres ne vous disent pas la vérité. Et quand il a brandi, on a vu ce que ça donnait ici. Donc, moi, je pense bien que Aboubakar Souma n'est pas le seul syndicaliste à Guinée. Il a trouvé le SLEG en place, ça fonctionnait correctement. Et il faut qu'il laisse le SLEG en place pour que ça fonctionne correctement. Parce qu'il n'est pas le seul Guinéen. S'il doit à la retraite, vraiment qu'il abandonne vraiment ce poste de secrétaire général, qu'une autre personne vienne à sa place. Moi, je trouve que c'est mieux. Parce que moi, je ne comprends pas qu'on veuille personnaliser le SLEG autour de la figure titulaire d'un individu, alors que le mouvement a d'autres défis. Là où le bas blesse un peu, là où le bas blesse, l'État n'avait pas à trop se mêler de ça, réellement. Donc, moi, j'aurais pensé que c'était Aboubakar Souma lui-même de penser à l'avenir du SLEG et de chercher à préparer la succession. Donc, il y a des jeunes assez dynamiques qui sont au SLEG. Il peut toujours rester à côté et faire office de conseiller, toujours utiliser la ligne directrice qu'il avait, et pousser toujours à avoir la même ligne. Mais moi j'ai l'impression d'ailleurs qu'au sein du SLEG même il y a une sorte de terreur d'oser parler de la succession d'Abdoulaye et d'Aboubacar Souma. J'ai taquiné des leaders du SLEG avec cette histoire de succession d'Aboubacar Souma. Mais attention, c'est le Sherlock Holmes de la Guinée. C'est normal. Aboubacar Souma, récemment, c'est le syndicaliste qui a fait parler de lui. Aboubacar Souma, ce qui a fait de lui, c'est qu'il est devenu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle Monsieur Mohamed Ali, souffrez que nous parlions. Nous avons reconnu. Moi, la question que je me suis posée, nous avons reconnu que M. Aboubacar Souma a joué un rôle fondamental dans la montée en puissance du SLEG. Je l'ai dit, je l'ai répété ici. Mais je dis que je ne comprends pas que lorsque le gouvernement vote une loi et que le SLEG lui-même se rend compte que le gouvernement veut lui mettre des bâtons dans les roues, que le SLEG accepte de paralyser les activités du SLEG pour un individu. Est-ce que le SLEG va mourir sans Aboubacar Souma? Justement, c'est ça le problème. Donc si le SLEG peut exister sans Aboubakar Souma, vraiment qu'on nous le demande, qu'il passe à la situation et que maintenant là je valide, je vais vous aider. Parce que l'État peut décider aussi des lois contre vous avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord si vous êtes organisé. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une histoire d'Aboubacar Souma. Je ne parle pas de votre personne là. Moi je parle de la liberté syndicale aujourd'hui. Ça veut dire que quiconque est amené à faire valoir ses droits à la retraite ne peut plus diriger une organisation syndicale. Oui, parce qu'il n'est pas travailleur. Il n'est pas travailleur. Attendez. On aurait souhaité que dans les organisations syndicales quand même, qu'on leur laisse cette liberté-là. Tous ceux que vous avez cités là, ils n'ont pas été frappés par cela. L'organisation, la succession à la tête d'une entité aussi importante que le SLEG, qui a quand même des résultats et qui a une histoire derrière, s'organise. Et ça vient au va-mesure. On prépare les uns et les autres. Mais ce n'est pas parce qu'Aboubacar Souma est à la retraite aujourd'hui qu'on doit dire non, il ne doit plus parler au nom des syndiqués. Cette liberté... Diriger par les fondeurs. Diriger, justement. Oui, parler, diriger, c'est la même chose. Il est le premier à parler au nom du SLEG. Donc je suis en train de dire, je vais finir. Vous-même, vous devriez le savoir, M. Cheikh, parce que vous êtes dans un syndicat. Une succession, ça se prépare au fait. Ça se prépare. Donc je suis en train de dire que cette liberté syndicale doit être maintenue, entretenue. Il faut faire évoluer. C'est comme la liberté de la presse
Aujourd'hui, lorsqu'on a dépénalisé la liberté, lorsqu'on a dépénalisé la loi sur la presse, on est tous contents. Aujourd'hui, personne n'acceptera qu'il y ait une loi qui condamne un journaliste ou qui amène un journaliste en prison. Ce n'est pas acceptable. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'Aboubacar Souma ou de pas Aboubacar Souma. C'est que c'est une loi qui va s'appliquer à d'autres Aboubacar Souma qui viendront, d'autres qui seront à la tête d'une organisation importante. Mohamed Ali. Ça veut dire également, je vais finir, c'est le dernier pas. Ça veut dire également qu'aujourd'hui, par exemple, M. Cheikh peut être un acteur majeur, important du SNE, par exemple, et qu'il parle là au nom du SNE. Et après, il se fait sanctionner par l'État parce qu'il est agent de l'État. S'il se fait sanctionner par l'État, radié par exemple, parce que ça c'est le droit de l'État, une fois qu'il est radié, il n'est plus fonctionnaire. Ça veut dire qu'il ne peut plus parler au nom du SNE. Et je ne parlerai pas. Oui, et c'est que c'est mauvais. Parce que supposons qu'il y ait le bras de fer. Supposons qu'il y ait le bras de fer ayant opposé Aboubacar Souma, le SLEC d'Aboubacar Souma à l'État. Et que l'État ait ce moyen-là. Peut-être c'est parce que c'est à l'issue de ça que la loi là est venue. Et que l'État ait ce moyen-là. Ils auraient pu tout simplement dire Aboubacar Souma était un fonctionnaire et trouver un prétexte pour le radier. Et on aurait tué le combat syndical. Ce n'est pas bon pour le mouvement syndical. Ce n'est pas bon pour la liberté syndicale. Cette loi, on doit la réviser parce qu'elle n'est pas une bonne loi tout simplement. Mohamed Ali, non. Monsieur, là où se situe le problème, là où se situe le problème, excusez-moi, là où se situe le problème, qui de mieux pour défendre un travailleur que le travail lui-même? Attendez, vous n'allez pas. Mohamed Ali, excusez-moi. Excusez-moi. Qui de mieux pour défendre un travailleur plus que le travailleur lui-même? Quand même. Écoutez. Celui qui le commet au travail. On peut pas être dans la maison se voir pour nous. Et puis les gens ont une mauvaise idée. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous croyez que cette loi a été faite par des syndicalistes? Non mais c'est l'État qui a décidé. Le problème, c'est l'État qui emploie les travailleurs là. Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème entre Aboubacar Souma et l'État. L'État a promulgué une loi. Point barre. Une loi liberticide. Non, d'accord, une loi liberticide. Il faut discuter de ça. Le problème maintenant se trouve où? Au sein du SLEC. Si Aboubacar Souma devait rester au sein du SLEC, il n'a qu'à organiser une élection. Une élection. Attendez, il n'a qu'à organiser une élection pour voir. Et le SLEC a réglementé cela. Oui. Dans les textes du SLEC, c'est dit comment on acquiert le pouvoir, comment on l'exerce et comment on transmet le pouvoir. Ça, c'est la liberté syndicale qui fait ça. Il l'a organisé. Il n'y a pas l'État. L'État ne doit pas dire telle personne ne peut pas être votre personne. Le syndicat n'est pas l'ennemi de l'État. Moi, j'ai l'impression que le SLEC, que le mouvement syndical est un État dans un État. C'est devenu un État dans un État. C'est devenu une sorte de jungle. Parce qu'on parle d'une certaine autonomie ou certaine indépendance syndicale. On parle de liberté, monsieur Valide. Vous savez ce que ça veut dire la liberté? Oui, mais trop de liberté, ça devient exagéré. Je suis un amoureux, un fan de la liberté. Pas vraiment. Je ne saurais accepter l'oppression quelle qu'elle soit. Mais je ne saurais aussi accepter le mythe de la personnalité. Je ne saurais accepter la confiscation du pouvoir au nom d'un combat passé. Je ne saurais accepter une léthargie au nom d'un individu. Dans ce cas, je vous pose une question simple. Dans ce cas, je vous pose une question simple. Allez-y. Qui voudrait que Aboubacar Souma quitte la tête du SLEC? Qui voudrait qu'Aboubacar Souma quitte la tête du SLEC? Le problème, il est où aujourd'hui? Le problème, il est où? C'est la loi qui le dit. Je peux parler? Je peux parler? Laissez-moi finir. Oui, allons-y. Je vous pose cette question parce que tout simplement, j'aurais compris que des membres du SLEC se regroupent pour invoquer, ou plutôt évoquer les textes de loi qui régissent le SLEC pour dire Aboubacar Souma, il n'est plus légitime et il n'est plus légal à la tête du SLEC. Je peux parler? Laissez-moi finir. Pourquoi vous ne voulez pas souffrir? Oui, mais vous n'avez pas écouté. Je vais finir. Non, mais je pense que Mohamed Ali n'a pas suivi la guerre fratricide qui a opposé. Je ne parle pas de guerre fratricide. Je suis en train de parler de l'organisation de Aboubacar Souma. Ne mélangez pas les choses. Je parle de l'entité SLEC dirigée par Souma. Je veux dire que je ne parle pas de la guerre entre les deux versions du SLEC. Je parle au sein du SLEC de Aboubacar Souma. Oui, mais il y a des éléments du SLEC d'Aboubacar Souma qui ont mis en doute la légitimité d'Aboubacar Souma. Toukara, par exemple. Toukara l'a dit, même Roméo l'a dit. Maintenant, le problème se situe où? Mohamed Ali n'est pas de l'éducation.
je ne suis pas étonné. Non, Je ne suis pas étonné que je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Voilà. Maintenant, nous qui sommes dans l'éducation, parce que vous croyez que c'est une histoire d'éducation. Nous qui sommes dans l'éducation, on a souffert. Mohamed Ali, je vais te dire, on a souffert de ce que ces gens-là ont posté sur les réseaux sociaux au nom des enseignants. C'était la honte pour la corporation des enseignants. Des enseignants, oui. Ça, je te le dis. Oui. Et c'est le moment pour moi de dire ça devant le monde. À un moment donné, les gens se sont prêtés à des trucs, à des choses bêtes, inutiles sur les réseaux sociaux, de manière à dévaloriser. Dieu seul sait les bêtises qui ont été publiées sur les réseaux sociaux au nom des enseignants. C'est le procès d'Aboubacar, vous êtes en train de dire. Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès. Vous en voulez à Aboubacar ou pas? Non, même pas. Non. Moi, j'en veux à tout homme. J'en veux à tout homme qui, dans une structure, arrive à un moment donné, refuse ce que la loi impose. Oui. Aboubacar Souma n'a pas été rejeté par les membres du SLEG. Non, pas rejeté. Je ne parle. Attendez. Il n'a pas été illégitimé par les membres du SLEG. Ne crée pas d'amalgame. Le SLEG est une organisation. Il faut que vous compreniez ça. Je me répète. Le SLEG est une organisation et une entité organisée. Libre. Et libre. Il y a ses textes de loi. Je me répète. Et les membres du SLEG ont des droits. Notamment celui d'invoquer l'illégitimité ou l'illégalité d'Aboubacar Souma. Je suis d'accord. Oui. Ce ne sont pas eux qui ont dit qu'Aboubacar Souma ne peut pas être secrétaire général. Oui, je suis d'accord. C'est un partenaire du SLEG, c'est l'État. Parce qu'Aboubacar Souma a été celui qui a été... L'État n'a pas dit qu'Aboubacar Souma n'a pas le droit... La loi a été faite par l'État, M. Cheikh. Mais la loi... La loi, c'est pas écrit. Un travailleur qui part à la retraite... Un travail qui part à la retraite, que ce soit Bakar Souma, que ce soit Moussa Souma, que ce soit M. Cheikh Ahmed Tidiane Traoré, s'il part à la retraite, il n'a plus le droit d'exercer quoi que ce soit dans un... Quel est le bien fondé de cette loi? C'est pour apporter quoi? C'est pour régler quel problème? En fait, Mohamed Ali, moi je refuse qu'un homme qui est à la retraite... Non, c'est parce que vous refusez. Non, mais je vous dis, ça c'est pour régler quel problème? Personnellement, je dis... Quel est le problème qui se la règle? Mais écoutez, vous êtes Adam, M. Cheikh. Non, je ne suis pas... Écoutez, le problème se situe où? Il faut que les gens, à un moment donné en Guinée, acceptent de respecter la loi. Ouais, parce qu'ils pensaient que les gens ne respectent pas la loi. Et moi je parle dans l'ensemble. Pas d'Aboubacar Souma. Quel est le bien fondé de cette loi? Premier élément, on est mieux défendu que par soi-même. Un retraité ne peut pas mieux défendre un travail que lui-même. Et c'est le travail qui ont proposé cette loi-là. Je viens. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas les syndicalistes qui ont proposé cette loi, M. Bali. L'argument n'est pas valable, M. Bali. M. Mohamed, je viens. Ça va? Deuxième élément, c'est une question d'efficience, d'efficacité. Vous avez un dirigeant qui est récusé par votre principal partenaire. Attends, vous avez deux choix. Soit vous le gardez et votre partenaire refuse bras de fer avec le partenaire. Pourquoi c'est le partenaire qui doit récuser votre leader? Monsieur Bali, c'est la réponse là. Je vais trouver de votre côté. Parce que vous ne répondez pas. Pourquoi c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de vous choisir votre responsable, qui se donne le droit de vous choisir votre responsable? C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Qui a proposé cette loi justement? Quelle loi? Qui est la loi? Qui a fait cette loi? Pourquoi on a fait cette loi? Pour régler quel problème? Je peux continuer la réponse à cette question et puis vous foutrez la paix à Aboubacar Souma. Je peux continuer, monsieur Mohamed Ali. Mais en fait, le problème, ce n'est pas un problème d'Aboubacar Souma. Deuxième élément, on a dit que le premier élément, c'est une question de qu'on appelle ça, de logique. On est mieux défendu que par soi-même. Le deuxième élément que je disais, qui voulait même m'empêcher de donner. Vous pouvez dire, vous avez tout le temps, monsieur. Parce qu'en même temps, allez-y. Voilà, donc le deuxième élément que je suis en train de développer, je disais que votre partenaire, quand on veut faire une négociation, il faut faire des concessions de part et d'autre. Le partenaire qui est en face récuse votre porte-parole. Ok? Les syndicats, je ne crois pas qu'il y ait un mouvement syndical. Après, vous dites que les syndicats n'est pas efficace. Je peux qu'il y ait un mouvement. Permettez que l'État contrôle les mouvements syndicaux. Je peux, monsieur Mohamed Ali. C'est une honte, monsieur Vali. Je crois que vous devrez pas dire ça. L'État ne contrôle absolument rien. Le Ramadan est en train de prendre monsieur Mohamed Ali. L'État ne contrôle absolument rien. Mais quand on parle d'efficacité, je vous rappelle que durant ces 3 dernières années, mais qu'est-ce qu'on a eu de spécial? On a crié haut et fort les 8 millions.
Quand est-ce que Non, les mais- millions sont mais- venus? on a On eu a les fait ce qu'on 20%, pouvait. on a eu les On a 20%, ce qu'on on a eu avait les fait sur 20%. écoutez. Non, on a eu les 20%. Il y a on a eu des quelque chose, avancées, on a eu les 20%. Non, On a eu attendez, les je 20%. dis, Il a eu les 20%. je reprends Oui. ce Oui. que j'ai dit. Oui. Des fois, il faut rêver, mais il ne faut pas dormir dans l'utopie. Ouais. Il ne faut pas être dogmatique. Ouais. À un moment donné, il y a ce qu'on peut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. Quand on négocie avec quelqu'un, la flexibilité, c'est la qualité numéro 1 d'un négociateur. Il faut céder. De l'autre côté, on cède. Quand vous avez un partenaire avec qui vous négociez, à un moment donné, le partenaire a une vue d'ensemble sur ce que vous voulez. Vous avez une vue d'ensemble sur ce que votre partenaire veut. Il faut que vous sachiez communiquer. Mais quand pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un statu quo, et qu'à un moment donné, on vient à un bras de fer, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on règle les problèmes. Les problèmes, moi je pense qu'il faut régler ces problèmes. Voilà. Je le répète encore, Morali, Abakar Souma n'est pas le seul syndicaliste au sein du SLEG. Si vraiment tous les membres du SLEG peuvent revoir cette situation, moi je pense bien que ce monsieur-là doit se reposer maintenant, que le flambeau soit porté par une autre personne pour que réellement le mouvement syndical, et que le surtout SLEG s'unifie. Tous les syndicalistes s'unifient pour parler d'une seule voix. Une seule voix. Pour qu'on redonne notre blason. Je ne crois pas que le SLEG soit résumé sur la personnalité d'Abakar Souma. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi aujourd'hui je considère division, le mouvement syndical comme un gros blabla. Un gros blabla où tout le monde dit ce qu'il veut pour avoir un peu Peut-être c'est justement ça dans ce studio climatisé, vous allez dire ça dans un autre endroit, on va vous lapider parce que c'est ça le mal, c'est ça le mal. Non mais c'est ça le mal. Il faut que les Guinéens apprennent à laisser même son ennemi parler. Voilà. Dans le respect, il faut que les Guinéens apprennent à utiliser la force de l'argument et non l'argument de la force. Voilà. Et c'est en cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mohamed Ali. Je ne suis pas d'accord avec Mohamed Ali. Vous avez été porte-parole du SNE. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas d'accord avec Mohamed Ali. Je ne suis pas de même opinion avec Mohamed Ali. Mais je me tuerai. Il a totalement raison quand il dit que les syndicats, vous penses. devriez vous refonder. On doit dissoudre toutes les organisations syndicales. Il est d'accord, mais il est d'accord quand je parlais des accords. Je ne suis pas d'accord. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Non, absolument. On doit dissoudre. Je suis d'accord avec toi. On doit dissoudre. Maintenant, cela doit commencer d'abord par la loi que vous êtes en train de défendre. Là, parce que cette loi est contre vous. Ce n'est pas la même chose. Je suis en train de dire que tous les acteurs je ne défends pas qui que ce soit. Moi, la seule chose. Vous êtes en train de défendre le fait que l'État ait la liberté d'avoir non, même pas. Je dis, je condamne. C'est la tête d'Aboubacar Souma que vous êtes en train de voir. Je condamne. Ça va être votre tête et vous n'allez pas. Je condamne le fait que l'État se mêle des problèmes des syndicalistes. Vous ne condamnez pas. Je suis d'accord. Non, mais vous êtes totalement d'accord. Mais je ne suis pas l'État d'accord à ce que pour un homme ou pour une entité, que toute une génération soit sacrifiée. En validant ça, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord. Mais pourquoi l'État ne réglementerait même pas les organisations? Vous êtes en train de dire que syndical, qu'elle soit politique, l'État le devoir de la réglementer. Vous êtes en train de dire que l'État peut demain décider que vous n'êtes plus le porte-parole du SNE, tout simplement. Aussi simple que ça. Mais moi, je suis travailleur. Oui, on peut le licencier de moment à l'autre avec tous les arguments possibles. Oui, mais Mohamed Ali, pour licencier un travailleur, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. J'aurais fait une faute. Il aurait fait une faute, il y a des blâmes. Et si on me licencie, mais je pars. C'est pas la fin du monde. Et si je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas secrétaire général du SLEG, mais je ne meurs pas immédiatement. Voilà. Je pense qu'il faut il faut que les gens sachent qu'à un moment donné, notre fauteuil doré, il faut à un moment donné qu'on sache libérer le fauteuil pour d'autres. Vous savez, quand l'État veut trouver quelque chose contre vous, il trouvera toujours, parce que l'école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation, alors travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mentait. Très savoir, c'était tout. Merci d'être intervenu dans cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir. Être et savoir.